Yo les footix. J'espère que vous allez bien. Bah, en tout cas, moi Toi, ça ça va. va Moi ça va. Tout beau avec ton nouveau maillot. C'est vrai que c'est un très beau maillot et c'est un super club. En tout cas, il me montre beaucoup plus de choses que je n'attendais d'eux. Vu le mercato d'été qu'on a vécu. Non, là, ce que produit le Barça. Et franchement, on rentre les pieds dans le plat. Parlons d'abord du Barça. Ensuite, on parlera de monsieur superstar de Liga espagnole, mais le Barça. Hansi Flick. Ce qu'ils produisent depuis le début de saison, c'est impressionnant. C'est plaisant. Je suis même amené à voir les matchs du Barça tous les week-ends. Ça me donne envie. Bah franchement, c'est pas les 3 dernières années que t'aurais pu me dire ça. Ouais. On s'est tapé des sacrés purges avec Xavi qui... C'est fou qu'un entraîneur soit un entraîneur allemand qui ait plus la philosophie Barça que les derniers entraîneurs qui sont venus qui ont été des légendes, Xavi et Coman. Ah, mais je trouve qu'il a apporté ce qui manquait au Barça et c'est complémentaire avec ce que le Barça a dans l'ADN et ce dont ils avaient besoin actuellement. Pour le football aussi de haut niveau. À un moment donné, il faut de l'intensité, il faut... En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce Barça, c'est une équipe qui est beaucoup plus verticale. On cherche à aller de l'avant. Mais c'est aussi par les profils et parce que demande Flick. Flick joue avec un 10, Flick joue avec 2-6-8. Et en fait, mettre Pedri dans cette position-là, c'est le gage d'avancer en fait. Combien de caviar il a envoyé? Depuis 3 matchs. Depuis 3 matchs. Déjà, depuis sa rentrée face à Valence jusqu'au match le 7-0, Pedri, c'est un sans faute, il ne rate pas de passe, il va toujours que des galettes, toujours de l'avant, c'est incroyable. Et en fait, le truc, c'est que là, ça, c'est les 8 qu'on aime. On pourrait parler de tous les joueurs, mais Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, ce qui m'a surpris, si tu me permets, dis-moi si je me trompe, c'est que je trouve que Lamine Yamal copie beaucoup plus dans l'axe. Ouais. Je pense que c'est Flick qui lui demande. Et du coup, il met beaucoup plus en valeur son jeu de passe. Ouais. Et je trouve qu'il a une vision et une justesse technique qui est colossale et qu'on ne voyait pas suffisamment l'année dernière. On a commencé à l'avoir à l'Euro. On a commencé à l'avoir à l'Euro, mais ce que je veux dire, c'est que le Barça l'année dernière était plus axé sur les couloirs. Ouais. Là où là, il repique beaucoup plus. Et du coup, en fait, il a une palette en plus qui est aussi bonne, voire meilleure que son 1 contre 1. C'est surtout parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont plus devant. Ils sont 4. Ouais. Avant, vraiment, tu jouais avec Yamal, Lewandowski et Rafinha qui faisait un peu l'essuie-glace défensif. Et Lamal et à gauche c'était Rafinha était à des mètres, des kilomètres d'écart. C'est ça, et Lewandowski. Là, c'est plus proche du coup. Parce qu'il y a Olmo qui fait le lien. Ouais. Et il y a même Pedri qui arrive et qui en fait fait encore plus le lien. Non, franchement, en fait, je pense que il a vraiment étudié cette équipe, les qualités, il savait qu'il y avait des problèmes financiers et il s'est demandé en fait avec ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut faire. Mais en fait, la beauté comme tu dis, Yamal dans sa technique, c'est que il aime être dans le jeu associatif. Tu vois, les 1-2. Et en fait, c'est tellement un plaisir pour lui de jouer avec des joueurs qui vont lui rendre le ballon. Tu vois, il y a ce côté, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'au Barça, il n'y a pas de star à aller chercher. Donc en fait, tout le monde va se faire la passe, tout le monde va se rendre le ballon, personne ne veut être perso. Et donc du coup, il y a ce côté où c'est très collectif, tu vois. Après, ça peut être quelque chose de mal dans les gros matchs. C'est-à-dire de ne pas avoir ce joueur phare qui porte l'équipe dans le match compliqué, tu vois. Mais si tu regardes quand même sur le papier, à tous les postes, il y a des mecs qui peuvent faire des différences. Et si collectivement, un entraîneur arrive à bien mettre en place ça, ça peut être une équipe intéressante. Moi, je l'ai toujours dit l'an dernier, le Barça, c'était pas une mauvaise équipe en termes de joueurs. Je trouve qu'elle était mal coachée. C'est une équipe où je trouve que l'entraîneur n'avait pas à sortir le maximum du potentiel de cette équipe. Le jour où on arrivera à avoir un entraîneur qui arrive à sortir le potentiel maximum d'un Francky, d'un Gavi, d'un Pedri, d'un Olmo, d'un Yamal, d'un Lewandowski, bah, l'équipe elle est forte. C'est ça qui manque quand même de Jong et Gavi. Hein. Et Araujo et Christensen. Et derrière, oui. Mais dans l'émotion offensive, si tu arrives à avoir un De Jong avec Pedri, les galettes que tu vas avoir devant, attention. Plus le pressing qui est aujourd'hui. Non, franchement, le Barça, c'est très intéressant. Le Barça est en avance sur ce qu'il pensait être, je pense. Je veux dire, nous, en tant que fans du Barça, on ne s'attendait pas du tout à voir cette équipe-là surperformer à ce moment-là. Après, faire attention, après la trêve, continuer. Surtout qu'on va enchaîner Gérone et Villarreal et Monaco en Ligue des Champions. Donc, ça fait quand même un sacré calendrier à la reprise, mais de ce qu'on voit pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et moi, j'en retiens 2 points sur votre jeu. Dis-moi. Le premier, c'est la justesse technique. Je trouve que ces joueurs-là, tu ressens l'ADN Masia, même pour ceux qui n'y ont pas été. Ouais, et ils parlent le même langage en fait. Et je trouve que du coup, Flick a réussi à mettre en place un langage commun qui parle à tout le monde. Et ce qui fait qu'il conserve la balle, enfin, il perd très peu de ballons. Et ce qui est hallucinant, c'est que sur le 7-0, il aurait pu en avoir 10-11. Pourquoi? Parce qu'ils ne perdent pas le ballon. Et du coup, la balle, elle est constamment en mouvement dans la zone dangereuse. Bah, t'as raison, ils ne perdent pas le ballon, mais dans l'axe. Et dans l'axe. C'est ça en fait qui est encore plus dangereux, c'est qu'en fait, ils ne perdent pas le ballon, mais dans l'axe. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'approchent de la surface sans perdre le ballon et en étant directement en transperçant l'équipe. Là où avant, on avait Xavi est resté sur les principes de Guardiola, mais de l'époque, où il voulait aller sur les côtés. À un moment donné, les défenses, elles te suivent, tu vois. Mais quand tu transperces, c'est ça. Quand tu transperces dans l'axe, t'es intenable.
Ça, et vous arrivez aussi, donc j'ai 3 points en fait. Le deuxième, c'est que vous arrivez à altérer jeu précis en mouvement et jeu long. C'est vrai. Avec des rampes de lancement qui sont extrêmement performantes, parce qu'on parlait de la Yamal qui a pris dans l'axe, mais du coup, tu as Pedri aussi derrière. Et puis surtout, moi, Olmo aussi. Et ce qui est de ça, c'est surtout que tu as Rafinha en fait qui fait l'aller-retour, qui fait des appels tout le temps en permanence dans le dos de la défense, qui techniquement cette année est très très propre. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, c'est illisible parce que tu as Lewandowski à tenir, mais tu as un mec en fait qui arrive toujours en deuxième lame. Et Lewandowski qui est très bon aussi dans les mouvements. Lewandowski qui est très bon pour le moment. Il a retrouvé dans les mouvements, il a retrouvé ses appels incisifs. C'est pas un mec qui est rapide, c'est pas un mec qui court beaucoup. Mais de base, au Bayern, quand il faisait un appel, c'était toujours le bon. C'était toujours là parce où il a besoin d'être entouré. C'est ce que tu me disais depuis longtemps, c'est qu'il a besoin d'être entouré. S'il est entouré, il fera les bons appels, d'être proche des mecs. Et aujourd'hui, il a 3-4 mecs qui sont autour de lui constamment. Là où, comme tu me dis avant, en fait, il fallait lui envoyer un centre, il fallait qu'il mette une tête au milieu de 10 personnes. C'était insupportable, il devait faire un contrôle de balle entre deux joueurs. C'est pas le joueur le plus technique du monde, donc à un moment donné, bah, tu voyais ses lacunes, tu vois. Mais s'il est associé à des mecs qui sont vraiment proches, bah, ça devient directement plus intéressant pour lui. Tu vois que même techniquement, il s'est amélioré dans le sens où il suit un petit peu le mouvement à jouer une touche, je suis d'accord. Et le troisième point, et je finirai là-dessus, c'est le contre-pressing. Je trouve que vous perdez très très peu de ballons, et dès que vous en perdez, vous êtes directement là à faire le pressing un peu à l'allemande. C'est ce que tu me disais, c'est qu'il a appliqué à ce jeu espagnol un peu de possession et de circulation un peu en mode handball, un pressing et une envie constante. Un peu allemande. Vous récupérez la balle directement dans la partie du terrain qu'il faut. Exactement. Et qui est la plus dangereuse. Et c'est peut-être ça qui peut être un danger par la suite de la saison, c'est que tu joues face à un Real Madrid où tu as un Mbappé, un Vinicius ou un Rodrigo un peu vénère. Et sur une balle, sur un pressing un peu raté, avec la qualité technique des joueurs du Real Madrid, tu peux te retrouver en danger. Donc du coup, c'est un peu de toute façon, tu dois prendre des risques à un moment donné pour jouer un beau football. Donc c'est le risque en fait. Face à une équipe comme le Real, comme je sais pas, City, ou une équipe qui a une qualité technique pour ressortir le ballon, tu prends ce risque-là. Bah après, dans 90% des matchs de Liga, tu n'auras pas le Real Madrid en face. Donc déjà en championnat, en fait, tu es supérieur à pratiquement tout le monde en fait. Non, clairement, et puis le Real Madrid, bon, si tu prends 2-3 contre et qu'au final tu les étouffes et que tu arrives à marquer quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, concrètement, moi, vous jouez contre le Real là maintenant, dans l'état des choses actuelles, vous étouffez. Le problème, c'est le terrain, il se fait prendre. Le problème, c'est qu'on joue pas le Real maintenant et que il y a le temps qu'un petit kiki, on fait la D'ailleurs, je pense qu'on peut transitionner parce que ils vont commencer à apprendre à jouer ensemble, ils vont commencer à prendre leur marque. Ce qui n'est pas encore fait. Non, c'est pas fait. Surtout dans le jeu. Parce que si on doit aller individuellement sur Kylian, qui est un petit peu le cheval de bataille, c'est-à-dire celui qu'on suit le plus actuellement, Kylian a été le meilleur offensivement face au Betis Séville ce week-end. T'as eu Diaz quand même Non, mais je parle vraiment en tant que titulaire. C'est celui qui a été le plus remuant, il s'est pas caché, il a tenté, il a encore beaucoup de déchets techniques, c'est ce que je vais reprocher à Kylian parce qu'un joueur de ce niveau-là, j'attends une qualité technique supérieure. Comme on parlait du Barça tout à l'heure et de la qualité technique, je la retrouve pas chez Kylian Mbappé. Mais par contre, l'envie est là, le comportement est là, le caractère est là, il se bat, il tente, et il a été récompensé. Et il a été récompensé de la belle manière, doublé au bout de 3 matchs. Kylian Mbappé vient de signer ses débuts en Liga de la plus belle des manières. Alors moi je trouve qu'il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. Non, encore que il n'a jamais été à son prime en temps numéro 9. Non, peut-être qu'il n'est pas loin. Mais par contre, je suis d'accord avec toi et je trouve qu'on commence à avoir l'empreinte Pintus, préparateur physique. C'est que je trouve que c'est exactement ce que tu disais la semaine d'avant et ce que tu disais même régulièrement pendant l'Euro, c'est qu'il s'est alourdi et que ses appels de balles étaient beaucoup moins vifs. Mais moi j'ai jamais été d'accord. Ses déplacements étaient moins vifs. Je te pique sur ça, j'ai jamais été d'accord sur le fait qu'il n'était pas bien physiquement. Je sais que ça a beaucoup été dans les médias, quelque chose qui a été sorti pour dire que Mbappé était pas bon. Non, il avait pris en poids, il était moins explosif et véloce, mais par contre c'est pas physiquement, je veux dire, il manquait pas de cardio ni rien. C'est juste qu'en fait à un moment donné, techniquement parlant, il faisait beaucoup moins de différence qu'avant. Il était moins explosif. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que ça, il l'a un peu retrouvé. Ça s'est vu, c'est dans ses appels de balles, et même du coup sur le but. Sur le but, je trouve que c'est ça qui se voit. C'est le premier à voir ce qui était invisible. Parce que la passe de Valverde, déjà, extraordinaire. Valverde est l'homme du match si on enlève les buts. Dans le jeu, c'est le meilleur depuis le début de la saison côté Real. Exactement. Elle aurait pu être extraordinaire et pas exploitée parce que trop belle que personne ne l'aurait vu venir. Sauf que Mbappé l'a vu et il a eu le coup de rein pour y aller. Alors bon, c'est peut-être rien parce que c'est quand même son taf d'avoir. Non, c'est pas rien parce que il est à l'affût. Il était dans son match. Bon, ça parle aussi d'une très belle action de Rodrigo parce que je trouve qu'on met jamais en valeur Rodrigo. Il percute bien. Rodrigo il fait du bon travail. C'est lui qui va en pâtir. En fait, je sais, on le sait tous qu'à un moment c'est lui qui dégagera du 11. Donc, c'est toujours bien de dire quand il fait du bon travail parce que moi je trouve que depuis le début de la saison, il fait du bon travail et qu'il est pas mis en avant. Et d'ailleurs, Rodrigo, je le signe matin, midi et soir à Arsenal et je pense qu'il est titulaire dans n'importe quel club d'Europe. Il vient à Barcelone et est titulaire. Même à City.
Même à City, il est titulaire, je pense. Ouais, il peut. Franchement, Rodrigo aujourd'hui, c'est un joueur plus classe. C'est juste qu'aujourd'hui, il joue avec deux des attaquants les plus hype du moment, peut-être les deux plus gros stars du football mondial actuellement. Donc, c'est pas évident, mais Rodrigo, oui. Il restera pas longtemps. S'il est amené à bencher, il restera pas longtemps au Real parce que je pense que n'importe quel club lui déroule le tapis rouge pour qu'il vienne. Mais il aime le Real. Mais après. Il aime le Real, mais d'une, il joue pas à son poste depuis déjà très longtemps. Parce que de base, il est gauche et il a toujours dit que c'était son. C'est là où il est le meilleur, de toute façon, c'est là où ça se voit. Il a joué, ça se voit direct. C'est là où ça se voit qu'il est trop fort. Donc il se gâche pour le club qu'il aime, et en plus, le club qu'il aime commence à lui dire bon, mec, même à droite, ça commence à être top. En fait, ça va commencer. À un moment, il va falloir commencer à réfléchir quand Bellingham reviendra. Parce que là, je vais revenir un peu collectivement. Le problème de ce Real Madrid là, c'est qu'ils ont perdu Toni Kroos. Ils ont plus le Modric de l'époque. Et en fait, tu le sens dans leur milieu de terrain, c'est un milieu très robotique. Tchouaméni, robotique. Valverde, c'est un box-to-box. Donc c'est un joueur qui a du génie, qui a de la puissance, mais c'est pas Valverde qui va bonifier les ballons. Tu sais, Kroos, c'est un mec qui tempérait, qui trouvait la bonne passe, qui gérait le tempo d'un match. Valverde, c'est pas ce type de joueur-là. Ceballos a joué hier. Il a peut-être pas ce niveau-là. Arda Güler, peut-être un petit peu jeune pour qu'on lui donne autant de, de responsabilités. Il va jouer, il va s'améliorer, mais... Et en fait, le truc, c'est que seul Bellingham peut faire ça aujourd'hui. Et ils vont être vachement dépendants en fait de Bellingham. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que... Du coup, il sera plus bas. Soit il sera plus bas, soit en fait, tu le remets vraiment dans son rôle. Si tu veux vraiment jouer ce milieu très puissant et que tu veux mettre Bellingham dans son rôle parfait, tu le mets en 10, distributeur, avec Vinicius et Mbappé devant lui qui bombardent. Et donc, c'est encore Rodrigo qui est en partie. Ouais, mais c'est pas en mettant Bellingham en 10, enfin, du coup, à ce niveau. Parce qu'il jouait pas vraiment. L'an dernier, il jouait 10 faux 9. Là, il jouerait vraiment 10 en fait. Mais en fait, je pense réellement que tu ne peux pas remplacer Toni Kroos. Hein. Parce qu'on s'est dit que Valverde allait le faire. C'est un autre style de joueur, Valverde. Ouais, mais Valverde est extraordinaire. Je ne pense pas qu'il pourra remplacer Kroos parce qu'il est déjà plus haut que Kroos. Et il est moins équilibrant. Ouais, c'est pas. Qu'il est équilibrant sur un côté, plus ou moins, parce qu'il fait la jonction. Il défend bien, il s'arrête jamais, il est toujours bon physiquement, mais sur dans son style de jeu pur, je ne pense pas qu'il puisse. Mais parce que là, c'est un style particulier, Toni Kroos. Hein. Toni Kroos, c'est un style à la Rodri, un style à la Pedri, un style à la Busquets à l'époque. C'est des mecs en fait qui régulent le jeu. Je parle vraiment dans la globalité, c'est vraiment des mecs qui régulent le jeu. Aujourd'hui, le Real n'en a pas. Et en fait, du coup, c'est de ça que pâtissent en fait les attaquants, c'est que ils n'ont pas de rampe de lancement. Tu vois, l'éclair de génie qu'a eu Valverde sur la passe sur Mbappé, c'est une action sûrement que Kroos aurait eu 3-4 fois. Peut-être pas la talonnade, mais 3-4 fois dans le match, en fait, il aurait lancé Mbappé ou Vinicius sur orbite, tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas un mec au Real qui est capable de faire ça. Je pense que c'est un jeu de passe. Vraiment, jeu de passe. Malheureusement, c'est vraiment ça. Je pense qu'ils pourront trouver Kroos, mais sur deux joueurs différents. En fait, je pense qu'il peut trouver ce que Kroos équilibré et temporisé grâce à Camavinga. Oui, Camavinga. Parce qu'en bouchant les espaces, en faisant le pressing, en faisant le contre-pressing, en épaulant un peu Tchouaméni dans son repli défensif, ce que faisait Kroos. Et je pense que du coup, l'aspect rampe de lancement, l'aspect vision du jeu et l'aspect distribution, un peu en mode mec qui est chef d'orchestre. Bellingham. Donc je pense qu'à terme, c'est pour ça que je pense qu'à terme, Tchouaméni restera 6 parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de vrai 6 comme ça qui casseur de jeu. Donc il restera ce 6 là. Oui. Il aura du coup ce Camavinga qui sera très créatif. Non, parce que Tchouaméni, on lui tombe dessus parce que. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Non, mais moi je comprends. Tout ça, il est délaissé, mais je comprends. En fait, c'est parce que ça manque tellement de qualité technique que l'on voit qu'il a pas cette qualité technique. Oui, mais Tchouaméni, c'est pas un joueur qui l'a. Tchouaméni, ce qu'on lui demande, c'est d'être le 6 régulateur. Donc en fait, Tchouaméni, tu vas l'exploiter au maximum quand il sera entouré de Camavinga, Valverde et Bellingham. Parce que moi je comprends pas, en fait, même avec l'équipe de France, on est tombé dessus en mode ouais, Tchouaméni a pas. Mais c'est pareil pour l'équipe de France, c'est parce qu'on lui met Kanté, Rabiot. Non, il a pas besoin de Kanté, Rabiot. Il a besoin d'un Toni Kroos. Mais oui, c'est pas son taf d'aller faire des frappes de loin, même s'il le fait de temps à autre et de marquer des buts. Oui, mais c'est pas son taf d'envoyer des ogives à gauche, à droite. C'est normal, t'es au Real Madrid, on est dans un club ultra, avec énormément d'exigences. Et en fait, quand t'es dans un club comme ça qui a autant d'exigences, tu es obligé. Quand ça va pas, de voir en fait ce qui ne va pas. Et au milieu de terrain, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de qualité technique. Et le premier que l'on voit que ça nous saute aux yeux, c'est Tchouaméni. Sauf que nous, on le sait que c'est pas son rôle. Bah oui. Sauf qu'un vrai supporter, lui, il est là, il se dit, ben non, je comprends pas. Moi, là, pendant 10 ans, j'ai eu de la qualité technique à fond. Bah là, j'attends que ça. Mais en fait, tu le vois. C'est comme Casemiro aujourd'hui, qui joue plus avec Kroos et Modric à Manchester United. Bah, c'est pas lui qui va faire des relances. Puis Casemiro, c'est pas techniquement. Bah, c'est parce qu'il joue avec des mecs comme ça. Et il a besoin de ça aujourd'hui, Tchouaméni. Et je pense que
Parce que le Real Madrid, j'ai réfléchi, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de 6 qui ont été au niveau. Et dans tous les cas, en fait, je retourne le problème dans tous les sens. Pour que le Real Madrid revienne comme l'an dernier, il faut qu'il rejoue dans la même structure que l'an dernier. Et celui qui va en partir, c'est Rodrigo. Parce qu'Mbappé, il va commencer à monter en puissance. Prochain match, il mettra son but. Et il est parti. Vinicius, de toute façon, même s'il marque pas, il crée tellement de choses, même quand il est brouillon, il crée tellement de choses que tu peux pas le sortir. Rodrigo, c'est un Fury class, mais c'est un Fury class un petit peu moins Fury class que les deux autres. Ouais, donc c'est clair. Et puis, ce qu'on a dit à la vidéo d'avant, c'est que je pense que ça va revenir, on est d'accord là-dessus, Valverde à droite. Non, ouais, ou en tout cas dans un 4-2-3-1. 4-2-3-1, et oui, lui, l'équilibrera à droite. Tu mets Bellingham, tu laisses Tchouaméni, tu mets Camavinga. Oui, non, mais oui, c'est ça. En vrai, qui rééquilibre comme il sera milieu, droit, il fera tout. C'est son poste en soi, parce que quand tu vois ce qu'il apporte. Il n'a pas de poste, il fait tout, le frérot, c'est abusé. Mais il court plus à la 90e qu'à la première. Et ça te permettrait, du coup, à Vini et Mbappé d'être. Ouais, d'être plus axial. Du coup, d'avoir Vini tout son côté axial gauche. Mbappé, je pense que du coup, ça ne le dérangerait pas d'être à droite s'il a côté axe et droite. Ouais. Tu vois, plutôt que de juste être à droite, en fait, il sera axe droit, donc du coup, il pourra aller provoquer. Et tu aurais Bellingham qui pourrait se projeter. Et on connaît Bellingham quand il se projette, 90e minute de jeu, 0-0, but de Bellingham. Et Vini, Valverde pourra compenser les montées de Bellingham, qui pourra enfin monter sereinement. Parce que là, il monte pas, parce qu'il sait très bien que derrière, s'il monte, c'est un boulevard. Et là, je suis désolé. Comme ça, mais pour le moral, c'est pas fou pour Rodrigo. Mais avoir Rodrigo en sortie de banc comme les 4 dernières années. Bah ouais. Bah là, tu casses le jeu. Mais Rodrigo, mon ami, tu casses le jeu. Et puis Ancelotti, je pense qu'il commence à comprendre que ce sera pas possible autrement dans tous les cas. Bah il essayera jusqu'au bout, mais à un moment donné, il le fera parce qu'il sera obligé, parce qu'il peut pas se permettre. Tu vois, c'est bête. 10 points de retard sur vous. Bah c'est ça, en fait, tu vois, c'était le Betis. Finalement, tu marquerais le but assez tardivement. Il faut un éclair de génie. T'es pas à l'abri de prendre un but un peu bête parce que le Betis, dans le jeu, te malmène parce que finalement, tu n'as pas de maîtrise. Donc, t'es pas à l'abri d'avoir un match un petit peu mollasson face à un Atlético Madrid et tout ça, perdre encore des points, le Barça prend 8 points d'avance, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Non, il y a un moment où Ancelotti va falloir qu'il trouve sa formule parfaite, et c'est à ce moment-là que je pense que l'on verra ça. Mais en tout cas, ce sera passionnant de voir. Ouais, le Real Madrid sera passionnant à suivre. Ça sera passionnant de suivre le Real Madrid, de suivre en tout cas Kylian Mbappé dans sa... de suivre la progression d'Mbappé jusqu'aux étoiles, même si ça ne me plaît pas. On peut avoir une super bataille pour le titre entre Barcelone, qui j'aime beaucoup leur jeu encore une fois, et le Real qui potentiellement peut mettre en place une des équipes les plus impressionnantes d'Europe. Bah, le Real qui a déjà 4 points de retard, donc le Real a déjà plus le droit à l'erreur, donc ils vont toujours être dans ce truc là d'avoir une équipe impressionnante et en plus n'a pas le droit à l'erreur. Et l'Atlético Madrid qui est aussi à 4 points d'écart et qui encore réalisé un hold-up made in Atlético Madrid, classique, ultra dominé par Bilbao. Vraiment ils marquent à la 90e minute sur la seule erreur du match de Nico Williams qui fait une mauvaise passe en retrait. L'Atlético Madrid avec des joueurs toujours très solides, hein. Ouais, mais ils sont chirurgicales, c'est une équipe chirurgicale et l'équipe est solide, c'est impressionnant, l'équipe est solide, pas plus 2 au final. Je pense que, bon, on n'en parle pas parce que les équipes, le Barça joue un football flamboyant, le Real Madrid c'est les stars, mais l'Atlético Madrid, il faudra toujours faire attention à eux, et s'ils sont là à 10 journées de la fin, bah faudra faire gaffe à eux. Clairement. Surtout qu'en match direct, ils peuvent se faire chier. Ouais. Tu peux perdre 6 points contre eux. Clairement. Tu peux perdre à chaque match à l'extérieur face à l'Atlético Madrid, face à eux. Donc si t'es pas à 6 points d'avance sur eux avant de les jouer les 2 fois, tu peux potentiellement faire le titre sur ça. Exactement. Bon, en tout cas, ce sera encore très passionnant à suivre la Liga. De toute façon, les gars, on a une petite trêve de 1 semaine, 2 semaines. On se calme, on revient. Il y aura la Ligue des Champions qui va commencer. Ouais. Tendu. Je suis tendu. Là, le Barça m'a fait trop kiffer. Non, mais on se calme parce qu'on a le somme que la trêve soit arrivée. Ouais. Déteste ce moment-là. Moi, j'aime pas le foot de nation. Ouais, voilà. Vous l'avez vu avec l'Euro, je pense que. En plus, en trêve, là, il n'y a même pas d'enjeu, c'est nul à chier. Ouais. Mais ouais, ça va être intéressant de revenir. Et puis surtout, les gars, le mercredi, juste après la reprise, c'est la Ligue des Champions. On va se retrouver pour la Ligue des Champions. On expliquera un petit peu le nouveau format la semaine prochaine pendant la trêve pour vous expliquer un petit peu comment consiste la nouvelle Ligue des Champions. On comprenne avant. On fait des petites études et on vous en parle. Sur ce, peace les footix. Et dans 2 semaines après la trêve internationale.